trouve que la musique depuis 5 ans est très clairement inflationniste, et quand on a des chocs inflationnistes comme ce qu'on est en train de vivre maintenant, on va devoir payer plus. En plus de ça, on a cette pression extrêmement forte maintenant qui vient de la Maison Blanche pour baisser les taux. Alors à chaque fois, on nous fait la même rengaine que c'est un choc transitoire. Un exemple assez triste récemment, mais il faut regarder le coût des services funéraires, le coût de mourir. Pour les gens qui sont un petit peu horrifiés de ce qui se passe aux États-Unis et qui se disent qu'on est en train de devenir une république bananière, dans l'allocation d'actifs, je pense, c'est de surpondérer le secteur de la... Mars 2026, les marchés financiers sont en pleine confusion. L'inflation qu'on pensait transitoire revient en force en 2026. Les taux d'intérêt qui devaient baisser restent élevés. On a une multiplication de chocs depuis l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, des droits de douane qui explosent, le pétrole qui flambe avec la guerre en Iran notamment. Qu'est-ce qui se passe vraiment et quel est l'impact pour nous investisseurs, notamment comment se protéger d'une inflation qui va devenir structurelle? On en parle aujourd'hui avec Vincent Deloire, notre invité du jour. Vincent est directeur des études macro globales chez StoneX. Il a plus de 20 ans d'expérience en recherche financière. Il conseille notamment des fonds de pension qui gèrent des milliards sur le long terme. Il avait prédit notamment l'inflation il y a 5 ans, quand tout le monde parlait de déflation. Au cours de l'épisode, on verra pourquoi l'inflation n'est pas transitoire et devrait rester au-dessus des 3% sur les prochaines années. Quels sont les chocs inflationnistes qu'on peut voir aujourd'hui, droits de douane, baisse du dollar et prix du pétrole qui flambe, et pourquoi ça a un impact sur cette inflation. Comment adapter nos portefeuilles également à cette situation, le portefeuille 60-40, comment remplacer les 40 qui sont inefficients aujourd'hui par des thèses notamment sectorielles et des thèses des actifs plus performants également. On en parle aujourd'hui. Comment se protéger avec le portefeuille cafard notamment. Pourquoi la situation budgétaire en France et en Europe n'est pas si catastrophique que ça, et comment le rôle des banques centrales va évoluer. Bref, si tu as une vision long terme de l'investissement, cet épisode va te donner pas mal de billes, notamment sur les grilles de lecture de la situation macro par rapport à tes investissements, des clés pour ajuster aussi ton portefeuille d'actifs en fonction d'un monde structurellement inflationniste, et puis des idées de secteur. Tu verras notamment une thèse d'investissement que Vincent propose depuis quelques années sur un portefeuille avec 3 secteurs clés qu'il trouve qui fonctionnent bien et qui ont bien fonctionné dans ce portefeuille, en tout cas qui sont complémentaires. Il en parle dans cet épisode. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à le partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésite pas aussi à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir sur les plateformes audio, et à t'abonner sur la newsletter. Ça te permet d'avoir des résumés chaque semaine des épisodes, notamment de celui-ci, dans ta boîte mail tous les dimanches. Investisseur avec un s40.com/nl. Allez, sur ce, on attaque notre conversation avec Vincent sur la macro et l'inflation structurelle qui revient. Bonne écoute. Salut Vincent, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco. Merci beaucoup de revenir nous voir presque 3 ans après la première apparition où tu parlais un peu, t'introduisais un peu les notions de macroéconomie à notre audience du podcast. Super intéressant. Aujourd'hui, ça se bouscule quand même pas mal sur ce plan-là, j'ai l'impression. Et je pensais que c'est intéressant de t'avoir sur le podcast justement pour décrypter un peu avec nous aider à comprendre un peu si on peut avoir une sorte de visibilité à qu'est-ce qu'on a en fait à l'horizon, nous en tant qu'investisseurs, toute classe d'actifs un peu confondus. Est-ce que déjà peut-être en préambule, ton rôle toi et qui tu es peut-être pour les gens qui t'avaient peut-être pas écouté la première fois et savoir un petit peu ta perspective. Bien sûr. Donc, je suis le directeur pour les études globales macro chez StoneX, qui est un gros courtier américain. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je fais de la recherche. D'abord de la recherche indépendante, c'est-à-dire on produit de la recherche commanditée par des investisseurs. Là maintenant, donc, je suis plutôt du côté ce qu'on appelle sell side, c'est-à-dire qu'on effectue des transactions pour les investisseurs. Non, c'est un métier qui est super. Je voyage beaucoup. La plupart des gens avec qui je travaille sont des gens plutôt des investisseurs de long terme, notamment des fonds de pension en Amérique latine, au Canada. Donc des gens qui essayent de pas forcément de maximiser les profits sur une journée, mais qui essayent de réfléchir à 5-10 ans quelle allocation d'actifs va nous permettre de payer les retraites des gens qui nous ont confié leur épargne. Donc ma recherche reflète un peu ce biais à long terme, c'est-à-dire de pas trop réagir à la volatilité de court terme, mais de penser
les implications. Si vous regardez sur la performance de très long terme, si vous avez un portefeuille euh, à court terme, c'est un peu comme si vous voulez un tableau de Van Gogh, quoi. À court terme, c'est difficile de voir ce qui se passe. On a des petits points partout. Et puis quand on se recule, on voit on voit la forme émerger. Et ce qui donne cette forme à un portefeuille, c'est pas énorme. Hein. C'est des décisions toutes simples. Quel actif on va surpondérer, quelle allocation on va avoir, et au bout bon, pour la plupart des gens qui veulent partir à la retraite, c'est 20-30 ans. Au bout de 20-30 ans, ben voilà, une différence d'1 ou 2% par an, ça fait une différence énorme avec la magie des intérêts composés. Donc c'est vraiment les grandes questions pour moi, c'est quelle allocation apporter évidemment aux actions par rapport aux obligations. Quelle duration, donc la duration c'est ce que vous voulez être sur des choses qui sont à très long terme, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes plus liquide, quelle part vous mettez sur le risque de crédit, et puis au niveau géographique, par exemple une des grandes sources de performance sur les 15 dernières années, c'était la surperformance des actions américaines. Donc est-ce que vous voulez être plutôt surexposé aux États-Unis, à l'Europe, aux marchés émergents? Donc voilà, c'est un travail qui est assez intéressant. Vous pouvez penser comme un Rubik's Cube, où vous bougez un côté, puis ça fait bouger tous les autres, et il faut trouver une forme d'équilibre. Ce qui est assez sensible pour moi, enfin touchy, je trouve un peu compliqué, c'est l'idée de se dire que, enfin je crois bien cet univers long terme, effectivement, prendre des micro décisions qui à terme bout à bout amènent vers une performance qui est de plus en plus solide et de plus en plus peut-être résiliente aussi. Mais je suis toujours un peu effrayé par l'idée que à mi-parcours il se passe quelque chose qui frappe vraiment tout et casse toute la dynamique, voire même rendre la performance négative, même si on a été discipliné et avisé pendant toute cette période-là, quoi. Donc, oui, et je dirais c'est d'autant plus un risque. Enfin, on avait une forme de protection avant, due à la corrélation négative entre des obligations à long terme et les actions. Donc typiquement, le cauchemar un peu pour tout investisseur, surtout les investisseurs en bourse, c'est ce qui se passe en 2000 ou en 2008, où on a un marché qui baisse de 50%, dans le cas du Nasdaq même 80%. Mais dans les deux cas, 2000 comme 2008, dans le même temps, on a des taux qui baissent. Donc c'était la première fois où on est allé à presque zéro après les attaques du 11 septembre en 2001 aux États-Unis. Puis en 2008, on est vraiment allé à zéro. On y est resté pendant 10 ans. Donc quand les taux baissent, évidemment, les obligations augmentent. Et puis pour les investisseurs étrangers dans le marché américain, on a typiquement un effet dollar qui est positif. Donc quand vraiment tout fout le camp, si on veut dire, le dollar a tendance à monter. Et les taux américains ont tendance à baisser. Donc, si vous avez une forte allocation aux obligations du Trésor américaines, bon, peut-être vous pouvez aller prendre moins 50 sur la partie action, mais sur la partie obligation, typiquement, je crois qu'en 2008, on était sur du plus 20. Avec un effet dollar qui faisait du plus 30. Donc bon, l'un dans l'autre, le portefeuille ne perdait que 10-15%. Donc c'est un peu la logique derrière ce qu'on appelle aux États-Unis le 60-40, le portefeuille 60-40, qui est un peu l'allocation par défaut qu'on offre que les conseillers financiers offrent aux gens qui viennent apporter leur argent. Voilà, vous mettez un petit peu, vous mettez l'essentiel quand même dans les actions, parce qu'à la fin, les actions, c'est un actif qui a les profits ont tendance à croître, on fait de l'innovation, donc c'est bien, mais vous mettez quand même 40% dans des obligations, et l'un dans l'autre, vous allez avoir une performance qui est beaucoup plus stable. C'est quelque chose, moi, qui m'a paru cassé en 2020. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet. En 2020, on a atteint vraiment des records historiques, mais absurdes pour les obligations. Enfin, vous voyez l'Autriche qui émettait des obligations à 100 ans, même le Pérou, par exemple. Enfin, si vous connaissez un peu l'histoire économique du Pérou, vous dites, mais prêter pour 100 ans au Pérou, mais qui est-ce qui fait ça, quoi? On avait 20 trilliards de dettes à rendement négatif. Enfin, même la France, je crois, à un moment, l'OAT à 10 ans est passée négative, ce qui est assez comique quand on voit l'évolution budgétaire en France depuis.
Donc on a cette espèce de, je sais pas comment on pourrait dire, on va dire une bulle de pessimisme, parce que le choix d'aller dans l'obligation à long terme, ça veut dire qu'on s'attend à une croissance très faible, à de déflation, c'est ça, c'était une forme de bulle de pessimisme. Donc évidemment, c'est difficile, c'est difficile de gagner de l'argent quand on investit un taux de rendement négatif. Donc on pouvait très bien voir que ce mouvement haussier sur les obligations allait se retourner. L'autre chose, c'est le retour de l'inflation. Bon là pareil, c'est quelque chose dont je parle depuis plus de 5 ans maintenant. Alors à chaque fois on nous fait la même rengaine, que c'est un choc transitoire et que les banques centrales ne devraient pas réagir parce que augmenter les taux, ça ne crée pas de barils de pétrole, ça ne ralentit pas la propagation des virus, et ça ne répare pas les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et c'est vrai, à un instant T, c'est vrai. Chacun de ces chocs est un événement circonscrit qui ne devrait avoir qu'un seul impact. De la même façon, on peut regarder une forêt et ne voir que c'est juste un arbre, Mais quand vous en avez 100, ça devient une forêt, ou comme une symphonie. On peut voir les notes, ou on peut entendre la musique. Et je trouve que la musique depuis 5 ans est très clairement inflationniste. Et quand on a des chocs inflationnistes, comme ce qu'on est en train de vivre maintenant, hein, c'est la définition du choc inflationniste. Hein, c'est-à-dire qu'on va devoir payer plus pour voilà, un produit de base qui se retrouve dans les produits agricoles, qui se retrouvent dans presque tout ce qu'une économie produit. On perd cette diversification naturelle entre les actions et les obligations, et on voit ce qu'on voit depuis une semaine et demie maintenant, c'est-à-dire des cours de la bourse à la baisse et des taux d'intérêt qui montent en même temps. Donc cette diversification doit être repensée. C'est à peu près 40 ans de construction de portefeuille qui ne marche plus. Ouais, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mai 2023, quand on s'est parlé la dernière fois, il y avait une vague d'inflation, mais notamment qui était liée, en fait, on est encore à l'après-Covid, et on pouvait encore croire à cette notion un peu transitoire. C'est vrai que l'inflation après s'est un peu calmée, ce qui a fait penser à beaucoup de gens, ça y est, finalement l'effet Covid est terminé, mais on voit que ça repart très rapidement à la hausse là avec les derniers événements géopolitiques, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri, d'hyperinflation répétée, en fait. C'est un peu comme ça que tu vois le cycle. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a cette espèce de confusion macroéconomique entre la chose et ce qu'il la représente. Ouais, je sais pas si vous connaissez le tableau de Magritte assez célèbre, donc c'est un peintre surréaliste belge, et on voit c'est un tableau d'une pipe assez réaliste, et il écrit ceci n'est pas une pipe. Donc en dehors des blagues graveleuses, ce que ça veut dire, c'est que la représentation n'est pas la chose. Et les marchés financiers ont tendance à se focaliser sur la représentation statistique. Donc mon idée, c'est qu'on a un phénomène social, politique, économique qui s'appelle l'inflation. Et c'est comme toute chose, il y a des flux, il y a des reflux, c'est compliqué, ça interagit. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment dans cette actualité. Mais évidemment, on peut pas trader des concepts un peu flous comme ça. On a une représentation statistique qui est l'indice des prix à la consommation en France, le Consumer Price Index des États-Unis. Et je crois pas qu'il y a forcément de complot. Je pense que la plupart des statisticiens, de ce que j'ai vu en France, les gens de l'INSEE sont des gens tout à fait valables. Ils essayent de faire leur travail, mais on est quand même, on doit faire des choix. C'est pas si facile que ça de trouver un panier représentatif, de l'étudier autour du temps, d'ajuster pour les effets de qualité, de mesurer l'effet de logement. Donc il y a déjà là, dans la mesure, on perd un petit peu de l'effet. Donc ce qui s'est passé en effet depuis 2003, c'est que cette manifestation statistique aux États-Unis de l'indice des consommations des prix a en effet beaucoup baissé. On a eu un pic d'inflation à peu près 9% en 2022. Et puis là, c'est marrant parce qu'on était presque au moment où les banquiers centraux allaient sortir
c'est pas si on est dans la guerre d'Irak, George W. Bush arrive sur le porte-avions avec derrière le Mission Accomplished, le drapeau américain et l'hymne américain qui balance. Bon, c'était évidemment le début des catastrophes, mais on y était presque en Europe. Aux États-Unis, on était presque. En Europe, on y était. Et en France, l'inflation, elle est sous les 2%. Christine Lagarde a été vraiment très satisfaite d'elle-même. Et donc, on y était presque, mais les braises inflationnistes n'étaient pas éteintes. Par rapport à cet indice qui, plus on le regarde, en fait, moins on y croit. Moi, j'ai toujours préféré garder les choses assez simples, comme je prends toujours l'exemple du prix d'une coupe de cheveux, parce que ça me paraît être vraiment essentiel. À la fin, l'inflation, c'est quand même principalement le coût du travail. Enfin, tout ce qu'on fait requiert une forme de travail humain. Et ce que j'aime bien en regardant le prix d'une coupe de cheveux, c'est l'essentiel, c'est quand même du travail humain qui ne change pas, qui peut pas être automatisé. Il y a très peu de progrès technologiques. Enfin, on est globalement sur la même technologie qu'au temps de Louis XIV. Il n'y a pas de droits de douane. Il n'y a pas de choc quand la Russie envahit l'Ukraine. Il n'y a pas d'effet de chaîne d'approvisionnement. Donc, pour moi, c'est vraiment ou de matières premières en particulier pour ce genre. C'est ça. C'est vraiment l'inflation sous-jacente qui va en fait agir un peu comme un aimant ou un centre de gravité, c'est-à-dire qu'on va avoir votre indice des prix qui va faire comme une courbe sinusoïdale, mais il va converger avec le temps vers le coût du travail. Et sur cette courbe-là, on se rend compte qu'on a fait très peu de progrès depuis Covid. Avant Covid, on était sur du 3% d'inflation sur les coupes de cheveux. 3% d'inflation, ça veut dire qu'avec des gains de productivité qui arrivent, il y a très peu de gains de productivité dans la coupe de cheveux, mais dans le reste de l'économie en général, bon, le prix des télé baisse, enfin, il y a des secteurs qui ont des dynamiques déflationnistes. Donc, si vous avez 3% dans les services, en gros, vous arrivez à avoir votre 2% sur l'indice parce que il y a des gains de productivité dans la économie. Depuis Covid, on est sur du 5%. Et c'est pas juste les coiffeurs. J'ai pris un exemple assez triste récemment, mais il faut regarder le coût des services funéraires, le coût de mourir. Donc c'est un peu la même idée là aussi. Il y a très peu de gains de productivité. C'est beaucoup de services. C'est pareil, on a la même courbe. On passe de 3% à 6% depuis le Covid. Donc ça veut dire que pour arriver à une inflation de 2%, il faudrait qu'on ait des gains de productivité comme on n'en a jamais eu. Alors, il y a eu, à un moment, je trouve, cette tentative, ça a été de dire, bon ben voilà, on va avoir l'intelligence artificielle généralisée et le coût marginal de tout va tomber à zéro. Ce qui était derrière le narratif pour le rallye en bourse, notamment, les gens. C'est ça, pour le rallye en bourse, et puis pour cette notion que les banquiers centraux pouvaient baisser les taux, ce qui m'avait toujours paru complètement absurde. Enfin, moi, je veux dire, voyant ce qui se passe aux États-Unis, enfin, l'économie est en surchauffe, elle est en surchauffe depuis très longtemps, le taux de chômage est très bas, le déficit est très élevé, l'inflation sous-jacente est très élevée, mais évidemment, on a toujours cette pression. Alors, j'aime pas utiliser le mot Wall Street parce que ça fait un peu, c'est un peu un concept vide, mais quand même, en général, la plupart des acteurs boursiers ils aiment que les taux baissent, parce que quand le taux baisse, le prix des actifs monte. Si vous faites du leverage, vous gagnez de l'argent. Donc il y a toujours cette pression qui vient de l'industrie pour justifier une baisse de taux. En plus de ça, on a cette pression extrêmement forte maintenant qui vient de la Maison Blanche pour baisser les taux, parce que le service de la dette, ça devient le premier poste budgétaire américain. Donc chaque baisse de taux sauve à peu près 25 milliards au Trésor américain sur une année en période d'élection. Donc il y avait vraiment ces espèces de confluence de forces et on l'a vu, cette pression se manifester physiquement dans des attaques sur le Powell, avec même faire des pressions de l'ordre judiciaire, hein, et on essayait de le virer sur des charges assez inventé pour baisser les taux. Et c'est ce scénario-là qui est vraiment en train, je pense, de prendre l'eau, parce que si on a un baril à plus de $100, alors évidemment, on va refaire le coup de vous en faites pas, c'est transitoire, mais
c'est la même, c'est le Pierre et le loup, quoi. C'est-à-dire combien de fois vous pouvez dire que vous en faites pas, ça n'arrivera qu'une fois, ça n'arrivera plus. À la fin, les gens vous croient plus. Et là, ça fait maintenant aux États-Unis, la dernière fois où on a eu où on était sous la cible d'inflation de la Fed, c'était, je crois, en février 2021. Donc on va faire l'anniversaire des 5 ans ça sera mieux demain. Et tu penses que la transition, justement, ce moment un peu d'accalmie entre guillemets au niveau des indices, du coup, elle était juste simplement en fait liée à la technicalité, enfin la mesure qui n'était pas forcément correcte, mais qui intrinsèquement elle était toujours là. Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait réellement eu des forces peut-être, mais qui elles étaient transitoires pour le coup et qu'en fait foncièrement ça va pas. Un peu des deux comme toujours. On a eu la principale raison pour laquelle le taux d'inflation aux États-Unis a baissé, ça a été la désinflation des coûts du logement. Et c'est une particularité de l'indice américain par rapport à l'indice d'inflation européen, c'est qu'il y a toute une partie imputée, presque 30% de l'indice en fait, il vient de... Alors je vais le dire en anglais, et puis après je réfléchis à la traduction, c'est Owner's Equivalent Rent. Donc l'idée, c'est que si vous êtes propriétaire de votre maison, ce qui est le cas de plus de 60% des Américains, vous bénéficiez d'un service gratuit qui est votre logement. Enfin, vous payez pas vous-même un loyer. Donc ce que fait le Bureau of Labor Statistics, donc l'équivalent de l'INSEE américain, c'est qu'il estime la valeur de ce service induit sur la base des loyers observés. Mais les loyers observés, évidemment, bougent très lentement. Typiquement, on renouvelle son bail une fois par an et encore. Donc il y a un énorme effet retard en fait. Donc il faut d'abord que ça sorte dans les loyers, puis après que ça soit converti dans cette espèce d'illusion statistique. Et donc ça a expliqué le fait que évidemment les loyers, je dirais qu'ils n'ont pas forcément baissé aux États-Unis. C'est juste le degré d'accélération c'est ralenti. Et ça, c'est arrivé après la période de hausse de taux de la Fed. Donc en 2022, la Fed a réellement réagi après avoir été beaucoup bien en retard. Et donc cette mesure-là s'est un peu dégonflée. Et par effet statistique, ça a fait baisser l'indice. Mais une fois de plus, c'est 30% d'indice, mais c'est un prix qui n'existe pas. Enfin, moi, je suis propriétaire de mon logement. Mon bien-être n'a pas augmenté du fait de la diminution hypothétique du loyer que je me paierais si j'étais mon propre locataire. Et je pense que ça permet aussi d'expliquer cette dichotomie qu'on voit pas mal. D'abord, on l'a vu avec Biden et Harris, et Trump de manière amusante après avoir profité de ce piège, en train de tomber dans le même piège. C'est-à-dire Biden et Harris qui ont fait campagne en disant mais regardez, l'économie va bien. Et ce qui est pas complètement faux, si vous regardez les agrégats macro l'an dernier, mais c'était, même voilà, on était sur une croissance extrêmement élevée aux États-Unis, hein. Des taux qu'on n'avait pas vu depuis les années 90, 3-4%, le chômage à 4%, oui, l'inflation un peu élevée, mais c'est en train de baisser. Et et je pense que c'était une des erreurs de la campagne démocrate, ça a été de dire, mais vous comprenez pas, vous êtes idiots, regardez, l'économie, elle est géniale, quoi. Et les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont idiots. Et Trump avait bien compris ça. Et donc, il a dit, il s'est engouffré dans la brèche et dit, regardez, ces gens vous mentent, ils vous prennent pour des idiots. Moi, je suis un milliardaire, je vais vous régler l'inflation, je vais pas faire de guerre à l'étranger. Et il a gagné comme ça. Et alors, ce qui est marrant, marrant et tragique en même temps, c'est qu'un an après, on a une élection, donc l'élection de mi-mandat aux États-Unis, et Trump qui fait exactement le même argument. Donc, si vous mettez la télé CNBC, Bloomberg, vous allez toujours avoir les espèces de sycophantes de Trump avec leur sourire émail diamant et leur permanence qui vont vous dire que c'est génial, on est dans la meilleure économie de tous les temps, il y a des trillions et des trillions qui arrivent et et les gens regardent ça et se disent mais on est complètement déconnecté. Et c'est justement parce que les gens font l'expérience au quotidien de l'inflation et pas l'indice des prix à la consommation.
Avant d'en venir justement plus sur ce qui se passe maintenant, hein, et puis ce que ça peut avoir comme un conséquence sur le futur, au niveau de l'inflation, juste pour que les gens aussi peut-être comprennent la courroie de transmission entre ce qu'on est en train de décrire, qui est principalement au marché US, et puis l'Europe. Je me souviens que tu m'avais dit, notamment sur la politique monétaire, que en fait les banques, que la Fed elle donnait le ton des banques centrales mondiales. Et que du coup, en fait, c'était important de savoir ce qui se passait là-bas pour savoir ce qui allait se passer peut-être en Europe. Peut-être qu'il y a d'autres transmissions aussi. On parle de l'inflation. Comment est-ce que ça nous impacte, nous, en tant qu'investisseurs européens, ce qu'on est en train de dire? Oui, tout à fait. Bon, surtout que là, on est quand même sur des chocs qui sont assez asymétriques, hein. C'est-à-dire que selon que vous êtes, quand vous avez le prix du baril qui passe de 60 à 100 dollars, et que vous êtes producteur ou importateur ou neutre, ça fait toute la différence. Donc, il y a très peu de pays, mais quelques pays qui se réjouissent de ça. Donc, ça va être des exportateurs nets comme la Norvège, le Brésil, la Russie malheureusement. Et puis il y a des consommateurs nets qui en ont le plus souffert. Donc typiquement, pour le moment, c'est plutôt les marchés asiatiques parce qu'ils reçoivent plus de leur approvisionnement par les détroits d'Ormuz, mais l'Europe fait partie d'un partenaire net. Et puis aux États-Unis, vous avez maintenant, les États-Unis produisent, je crois, plus de pétrole même que l'Arabie Saoudite. On est on va être exportateur. Enfin, ça dépend si vous prenez quel type de produit. On en importe certains types et on en exporte d'autres. Donc le choc est par définition asymétrique. Donc c'est vrai là on devrait avoir une fonction de réaction qui est pas forcément la même. Alors après, c'est vrai que la BCE a tendance à être une banque centrale qui est lente. Je pense par construction, parce que c'est une banque centrale qui doit faire un consensus entre 17 économies qui ont des besoins différents, qui sont à des moments du cycle différents. Et puis aussi, j'ai l'impression il y a quand même comment est-ce que je dis ça de manière gentille pour Madame Lagarde, on va dire un capital intellectuel qui n'est pas forcément là. Ou en tout cas, on va dire, allez, on va être plus gentil, on va pas dire que c'est le capital intellectuel, on va dire que c'est une aversion au risque. Donc en général, la BCE a tendance à attendre un peu plus pour des raisons structurelles et pour des raisons d'aversion au risque. Ils ont tendance à attendre de voir ce que fait la Fed. Et puis après, bon, plus ou moins, on fait pareil. Enfin, on dit qu'on va pas faire pareil, et puis 2 mois après, on fait pareil. On a le problème supplémentaire ici on ne sait pas ce que va faire la Fed. Parce que au mois de mai, le mandat du gouverneur actuel, Jerome Powell, se termine. C'était une des rares personnes qui avait quand même maintenu une forme de résistance par rapport aux pressions de l'administration. C'était quelqu'un que les marchés connaissaient plutôt bien. Ça fait maintenant 8 ans qu'il est là. Il était là déjà sous Trump et après maintenu sous Biden et il a été renommé. Donc c'était quelque chose qu'on connaissait. Là, en mai, on va avoir donc un nouveau président de la Banque centrale. En rompant avec la tradition, Trump l'a déjà annoncé que ce serait Monsieur Kevin Warsh, et c'est un personnage qui est assez intéressant à suivre. Il me fait un peu penser en politique à un Boris Johnson, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'assez flamboyant, avec qui on aimerait vraiment avoir une conversation, qui peut prendre des idées hétérodoxes, qui s'exprime extrêmement bien, mais qui n'a aucune cohérence intellectuelle et qui est capable de défendre un point et son contraire avec autant de brio dans un sens comme dans l'autre. Donc, ce qui veut dire que ça, pour la politique monétaire, on sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. C'est quelqu'un qui a passé toute sa carrière dans ce qu'on appelle le camp des faucons. Donc, dans les banques centrales, on a les banquiers centraux se divisent entre les faucons et les colombes. Les faucons, ce sont les gens qui ont peur de l'inflation, qui veulent des politiques monétaires restrictives. Alors lui, c'est vraiment, il a des idées qui, de certains côtés, rappellent un peu ce qu'on avait dans les 70, le monétarisme, c'est-à-dire que c'est la base monétaire, ce qui n'est plus du tout le fonctionnement d'une économie normale. Mais bon, il en parlait beaucoup. Vraiment, il est obsédé par ça.
Et donc on a en théorie ce faucon qui est nommé par Trump, qui lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est des baisses de taux et puis que la Banque centrale fasse fonctionner la planche à billets avant l'élection. Donc on a cette espèce de contradiction. Le marché a pas su comment réagir quand il a été nommé. Ça a fait un choc sur les taux. Les gens, ils ont plutôt pensé au taux faucon. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre l'autre vue, c'est-à-dire que si c'est un acteur politique, un petit peu comme Boris Johnson, quoi. Donc il met le doigt mouillé dans l'air, il sent le vent et le vent aux États-Unis, il pousse quand même vers une forme de populisme et de politisation des banques centrales. Donc il y a plus à ton sens en tout cas, plus de probabilité que les taux restent là ou baissent plutôt qu'ils montent, quoi, si on regarde dans l'avenir, quoi. Alors c'est compliqué parce que là, voilà, on a ce choc, on a ce choc stagflationniste. Je pense avant l'intervention en Iran, oui, c'était le biais. Il fallait couper les taux de manière assez agressive avant les élections de demi-mandat. Alors là, maintenant, l'équation est vraiment compliquée. Parce que on a cette j'en reviens toujours à cette histoire de divergence entre l'indice des prix à la consommation et l'inflation réelle et mes coupes de cheveux. Quand on a un choc inflationniste à court terme, surtout sur les prix des commodities, normalement la banque centrale elle est patiente et elle va dire des choses. Oui, monter les taux, ça va pas imprimer du pétrole. En fait, le pétrole agit comme une forme de taxe, ce qui est correct. Hein. Si vous dépensez plus pour faire le plein, votre consommation vous allez aller moins au cinéma, vous allez pas prendre donc l'un dans l'autre, c'est une forme de transfert, mais ça ralentit l'économie. Donc la banque centrale ne devrait pas rendre les choses plus difficiles en montant les taux. C'est l'argument normal qu'on entend. Le problème, c'est que pour faire cet argument, il marche seulement si le reste de l'inflation est bien contenu. Et là, j'en reviens à cette idée qu'on a quand même, si vous regardez donc les core services, donc c'est-à-dire en gros mon indice de la coupe de cheveux, on est sur du 5-6%. Donc même si on peut pas tomber, c'est très difficile de dire ne regardez pas cet indice, regardez celui-là. Parce que celui qu'on voudrait regarder, il est encore pire que celui qu'on voudrait écarter. Et alors, l'inflation aux US, hein, tu le dis souvent qu'elle va forcément. Puis là, il y a tous les ingrédients pour qu'elle continue à monter, puisque il y a la hausse du prix du pétrole, un dollar faible. Il y a un troisième élément que j'ai oublié, j'ai plus en tête. Les droits de douane. Les droits de douane, voilà, évidemment. Non, mais vous les mettez les trois ensemble, hein, donc juste pour qu'on comprenne. Donc les États-Unis importent à peu près 15% de leur PIB est importé. Alors, moi, je dirais que ça fait plus, mais bon, pas parce qu'il y a des effets induits, mais prenons 15%. Vous rajoutez à peu près 15% de droits de douane. Donc, ça vous fait 1,5 fois 1,5, quasiment 2% d'augmentation si, c'est ça. Oui, si, ça vous fait 2% d'augmentation de prix, peut-être un peu moins parce que bon, il y a certains tarifs qui sont exempts. Disons 1% d'augmentation de prix qui vous viennent du choc de droits de douane. Vous avez un dollar qui s'est déprécié l'an dernier. Alors ça dépend de quelle devise on parle, mais si on prend le trade pondéré par le commerce, c'est à peu près 12%. Donc votre monnaie qui perd à peu près 12%. Donc tout ce que vous achetez est 12% plus cher. En plus, vous le taxez. Et puis enfin, vous rajoutez des prix d'énergie. Donc sur le Brent, on est passé de 60 à 100. Bon, alors tout n'est pas reporté immédiatement. Vous avez une courbe de taux, machin, mais à un moment, quoi, c'est comme un type alors peut-être il peut prendre une baffe et rester debout. Mais alors s'il s'en prend 3 et a un gros coup de poing dans le ventre, voilà, il y a vraiment une conjonction de ces forces qui font que tous les mécanismes d'ajustement, oui, mais on peut le prendre par les marges, ou on a un petit peu on a des effets d'inventaire qui font que ça va pas se faire immédiatement. On peut reconfigurer les chaînes de production. On a des gains de productivité. Pour chacun de ces chocs, on pourrait faire cet argument.
pour les trois en même temps, ça me paraît dérisoire. Et en Europe, donc on en partage deux, hein, si je comprends bien quand même, parce que la hausse du prix du pétrole, c'est Mhm. universel, c'est global, et puis les trades, les droits de douane également. Hein, du coup, on est. Les droits de douane pour l'Europe, ils ont un peu l'effet inverse, Hmm. parce que nous, on n'en met pas sur les autres. Enfin, c'était on ne sait même pas d'ailleurs. C'est une des particularités de l'administration Trump, c'est-à-dire que on annonce des trucs. Puis après, enfin, alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis mal informé, mais cette espèce de deal là qu'on devait avoir signé où Madame Van der Leyen s'était un peu humiliée en allant au cours de golf au terrain de golf de Trump en Écosse pour quémander un accord assez léonin en fait où nous on baissait les taux à 0 et eux les montaient à 15 et on appelait ça un succès. Mais je sais même pas en fait ce qu'il en est quoi parce que en même temps on a eu cette Cour suprême aux États-Unis qui a frappé la décision des droits. Donc on sait même pas, enfin tous ces deals dont Trump se flattait d'avoir négocié, on sait même pas ce qui va en arriver. Mais bon, restons sur l'idée quand même qu'on a un choc de tarifs aux États-Unis mais pas en Europe. Ce que ça a tendance à faire, c'est que il y a un phénomène de divertissement quoi. C'est-à-dire que si vous êtes surtout quand on avait les droits de douane extrêmement élevés sur la Chine, si le marché américain se ferme à vous, vos usines elles tournent encore, donc vous allez vendre vos panneaux solaires, vos voitures électriques au deuxième plus gros marché du monde qui est l'Union européenne. Donc, le choc de tarif avait un peu un effet inverse en Europe et c'est une des raisons pour laquelle on a eu cette belle performance de l'euro en l'an dernier. C'est parce qu'on pouvait voir en Europe au contraire cet effet inversé. L'euro s'était un petit peu apprécié. Donc sur ces deux forces-là, l'Europe s'en sortit un petit peu mieux. C'est pour ça que je pense qu'on est rentré dans cette crise un petit peu mieux que les États-Unis. Par contre, le choc énergie, il est bien plus dévastateur pour l'Europe, dans la mesure où en plus on s'est privé de l'accès au marché russe. On a quand même défait beaucoup de l'industrie nucléaire en Allemagne. Donc on a beaucoup augmenté cette dépendance. Le Qatar en partie a été a augmenté sa production de gaz naturel liquéfié. Donc là, sur celui-là, on est beaucoup plus exposé. Sur les deux autres, on l'est beaucoup moins. Donc on a devant nous quand même un horizon, si on est encore sur l'horizon qui est le tien 5-10 ans, une inflation, enfin un monde où on a l'inflation au-dessus de 3, quoi, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, ça a été vraiment ça fait plus de 5 ans que je le dis. Au début, on vraiment me traitait de petit rigolo. On disait non mais la Fed n'abandonnera jamais, la crédibilité, l'indépendance. Un discours qu'on entend encore en Europe, mais aux États-Unis, on commence à le voir de plus en plus. Et je dirais, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais trop cru à ce discours, c'est c'est des gens qui ont une mémoire très courte. Alors oui, on pense que c'est normal d'avoir une banque centrale indépendante et et une inflation faible parce que c'est ce qu'on a vécu dans notre vie d'adulte depuis 20-30 ans, mais c'est très très récent chez ce là. Enfin, la fonction d'une banque centrale, c'est pas la gestion de l'inflation à la base. La fonction de la banque centrale, c'est donner de l'argent au trésor public. Et normalement, ces deux fonctions, elles sont rejointes. Enfin, là, je vais revenir à la Bible, mais il y a cette parabole célèbre de Jésus. On lui demande, un pharisien lui demande, est-ce qu'on doit payer ses taxes à César? Et il prend une pièce et il montre la pièce d'or. Et quel visage est-ce que tu vois dessus? César. Bon, rendons à César ce qu'il y a à César. C'est cette idée de dire que vraiment l'émission de la monnaie est la compétence première d'un État souverain. Et cette idée qu'on peut la séparer, ça a toujours été quelque chose. Enfin, quand la crise arrive, le mythe de cette indépendance allait voler en éclats. Et là, on est vraiment dans ce processus aux États-Unis. Et j'ai l'impression que ce processus a tendance à s'accélérer. Il se ralentit pas. Et plus on a des chocs, comme le choc de l'Iran, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière les détroits d'Ormuz?
on va avoir une forme de renationalisation. Ah bah ça veut dire il faut qu'on ait plus de pétrole, il faut qu'on dépende pas des marchés étrangers, il faut qu'on ait des chaînes d'approvisionnement locales, il faut qu'on ait plus d'armement. Bon bah tout ça on le fait dans un contexte démographique qui est extrêmement tendu, on le fait sur des déficits qui sont déjà bien au-delà de ce qu'on voudrait. Alors il y a deux façons de le financer. Un, en faisant appel à du capital étranger, ce qui était un peu l'idée de Trump, hein, c'était l'idée de, on va faire des deals et en contrepartie de l'accès au marché américain, on va leur demander de financer notre économie. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins de carottes et beaucoup moins de bâtons pour convaincre les autres de nous donner leur argent. Et puis là, on voit bien que si tout le monde veut le faire en même temps, on va avoir cet effet de renationalisation des épargnes. Et donc, ça laisse plus qu'un seul acteur qui est la Banque centrale. Donc, je pense que l'effet de long terme de cette espèce de renationalisation de l'épargne mondiale et de fragmentation du monde, ça va être de inféoder la politique monétaire à la politique fiscale. Comment tu vois ça du coup? Parce que tu l'expliques, les marges de manœuvre budgétaires, elles sont nulles. Ça sera d'utiliser, enfin que chaque pays utilise sa banque centrale pour faire le job que la politique budgétaire peut pas faire, c'est ça? Ouais. Et ce qui était le cas une fois de plus, hein, ça a toujours été la fonction de la politique monétaire. Enfin, dans les années 70, on parlait en France du circuit du Trésor. C'était exactement ça. Le circuit du Trésor, c'était la Banque de France qui créditait le Trésor public avec de la création monétaire. Comment, en tant qu'investisseur, on se projette dans un monde comme ça où l'inflation est élevée, les politiques monétaires deviennent de plus en moins prévisibles, plus fractionnées, comme tu dis. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la valeur des actifs, le comportement, l'absorption au choc aussi qui vont arriver? Alors, la première conséquence, c'est, je pense, j'ai l'impression qu'on a un moment de transition entre cette première conséquence et peut-être la deuxième, mais là, on verra. Mais bon, la première conséquence, elle est assez positive parce que c'est positif en tout cas pour le marché des actions. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire plus de déficit. La contrainte budgétaire est levée. Et les cycles durent plus longs parce que la banque centrale trouve toujours une raison de pas monter les taux. Donc il se passe deux choses. Si vous regardez en compta public, tout doit s'additionner. Donc si vous avez un déficit dans le secteur public, vous devez avoir un surplus dans le secteur privé. Donc la première chose qu'on voit, c'est les profits qui augmentent privés parce que le secteur public court un gros déficit. Et ça, on l'a vu évidemment aux États-Unis avec de manière simultanée une augmentation du taux de déficit. On est passé en gros de 3% avant Covid à peu près 6%, et en même temps une augmentation du taux de marge où on est passé de 8% à plus de 11%. Donc plus de profits, c'est donc très bien. On l'a vu. Et puis deuxième chose, les taux qui, selon les modèles économiques, auraient dû monter pour refléter cette inflation plus élevée, ces déficits plus élevés, ne montent pas parce qu'on les en empêche d'une façon ou d'une autre. Et quand vous valorisez un actif financier, vous prenez donc ces flux de profits futurs qui ont tendance à croître plus vite maintenant des déficits, et vous en prenez la valeur actualisée nette avec un taux d'escompte qui baisse. Donc vous avez un numérateur qui augmente et un dénominateur qui diminue, donc le ratio explose. C'est ce qu'on a vu avec des taux de rendement sur les actions mondiales, hein, mais de plus de 10-15% par an depuis 2020. On se rend bien compte, même de manière intuitive, enfin on se rend bien compte que ça ne peut pas durer. Enfin, si on a le taux de rendement du capital qui est à 15%, alors qu'on a une économie qui croît allez, on va dire à 5%, et on a des salaires qui croient pas du tout, on se rend bien compte que ça pose problème. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire l'expérience de ce problème, où on passe après dans une deuxième phase où cette espèce d'explosion devient un peu excessive,
On doit faire face à une déjà plus d'inflation, parce qu'au début, quand on voit cette explosion nominale, on sait jamais d'où elle vient. Enfin, on vit dans un monde nominal, et ça, c'est un peu, je trouve, c'est un peu d'un des biais des économistes qui essayent de mettre des mots sur une réalité on essaye de dire bon, ça c'est de la productivité, ça c'est de l'inflation, ça c'est de la croissance démographique. En fait, on n'en sait rien. À la fin, tout ce qu'on voit à un moment donné, c'est qu'il y a plus de sous qui rentrent. Ça va un peu dépendre des vibes, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette explosion nominale? Je peux vous faire la version optimiste. Voilà, c'est parce qu'on a cette révolution. On est à 3 mois de l'intelligence artificielle généralisée. On va avoir un boom technologique. Je peux vous faire la version plus pessimiste, qui est que ça fait 5 ans qu'on fait des déficits à tour de bras. Je peux vous faire la version bulle, on a une bulle financière. Je peux vous faire la version capitaux qui arrive, on a cet énorme influx de capitaux étrangers. Et puis je peux vous faire la version inflationniste, de dire en fait tout ça c'est de l'inflation déguisée. On ne sait pas. À aucun moment on ne sait pas. Mais donc ce qui veut dire que le narratif, selon le narratif qu'on va privilégier, on va avoir un impact différent, et j'ai l'impression qu'on est dans un moment de transition où on passe d'un narratif qui était plutôt bénin, qui était c'est globalement un choc de productivité, à non, en fait c'est quand même plutôt un risque d'inflation qui est mal mesuré. Ouais, on s'approche quand même plus de la perception, en tout cas, qu'on est en haut de marché, en haut du cycle, et qu'on a plutôt tendance à péter, vers le bas en tout cas, qu'autre chose. Je voulais reprendre ce que tu disais parce que c'est intéressant, parce qu'on peut aussi être devant encore plein d'années de croissance dû au mécanisme que tu indiques. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a la machine déficitaire, et en France, il y a beaucoup quand même ce narratif. Voilà, les Français, enfin même en Europe, hein, on tient pas à ces déficits. Enfin, surtout en France, on se paye avec de l'argent qu'on n'a pas, on fait marcher la planche à billets et on n'arrive pas à tenir nos déficits, ce qui est pas très rassurant d'un point de vue fiscal, c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, et tu vois, les notes le rating de la France qui chute, notamment, downgrade, etc. Est-ce que tu crois, toi, pas que il y a un moment donné où quand même ça va péter? Ou est-ce que, tu vois, on peut continuer artificiellement à maintenir la machine comme ça dans l'horizon 5-10 ans dont tu parles, ou... Alors, c'est assez compliqué parce qu'en général, j'ai l'impression que beaucoup de cette conversation sur les déficits, elle est un peu biaisée et elle repose sur des analogies qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire de comparer en gros le budget d'un État à celui d'un bon père de famille prudent et avisé, et qui ne comprend pas la différence fondamentale entre la compta publique et la compta privée. C'est pas pareil, parce que quand vous êtes l'État, vous avez deux possibilités qui feraient que vous iriez en prison si vous le faisiez en tant que citoyen privé. Une, c'est de prendre l'argent des autres sous la menace d'une contrainte physique. Voilà, donc ça, si vous n'arrivez pas à terminer votre exercice budgétaire quand vous faites un petit podcast, vous n'avez pas le droit de menacer votre voisin avec un fusil pour lui demander de combler le trou. Et la deuxième, c'est la capacité à imprimer de l'argent. Pareil, si vous photocopiez des billets de 500 € à la maison, ça va mal se terminer. Donc, fondamentalement, les règles de la comptabilité publique ne sont pas les mêmes que celles de la comptabilité privée, et il y a une capacité d'endettement qui est bien supérieure. Et oui, les dettes publiques ne doivent pas être remboursées. Si vous empruntez dans votre propre monnaie, cette contrainte, en fait, elles existent uniquement par l'inflation. C'est la perspective de ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne. C'est-à-dire que la seule contrainte à l'endettement public, c'est le taux d'inflation. Donc, tant que vous n'avez pas d'inflation, en fait, vous pouvez... et il y a quand même souvent, je trouve, derrière ces discours austériens, il y a quand même souvent des volontés politiques, mais qui se cachent derrière un discours pseudo-économique. Ceci dit, dans le cas de la France en 2025, en 2026,
On a beaucoup utilisé ces marges de manœuvre budgétaires. On n'a pas vraiment de souveraineté monétaire, hein, dans le sens où, en tout cas en théorie, on a donné les clés de la planche à billets à Francfort. Alors la BCE fait le job quand même. À la fin, et d'ailleurs vous regardez ses actions, elle achète quand même des OAT même maintenant, alors que la taille du bilan se réduit. Enfin, elle utilise en fait des remboursements sur des prêts qu'elle a fait à la manne pour acheter la dette française. Donc elle le fait, mais elle a quand même beaucoup plus de contraintes. Donc et puis à la fin, c'est quand même une décision politique toujours. J'en reviens à cette idée que les politiques les politiques monétaires ont des conséquences fiscales et les politiques fiscales ont des conséquences monétaires. Donc c'est toujours in fine à l'autorité politique, et dans le cas de l'euro, de la zone euro, cette autorité politique, elle est éclatée entre des gens qui ont des intérêts extrêmement différents, et qui fait que cette capacité de réagir en temps de crise est beaucoup plus lente. Je voulais revenir avec toi sur l'allocation d'actifs. On avait parlé la dernière fois du portefeuille cafard. Tu disais qu'il était pas forcément le plus beau, mais c'est celui qui est le plus résilient. Mix de pas mal de choses. Je crois qu'il y avait finalement actions, obligations, cash et commodities, hein, matière première, Ouais. de mémoire. La principale, ouais, c'était surtout d'avoir plus de commodities par rapport aux obligations. En gros, l'idée c'est sur le 60-40, le 60 en tout cas, moi j'y touchais pas. Là maintenant, j'aurais tendance peut-être un peu à être un peu rentré, mais en tout cas, mon idée c'est que le 60, il n'y avait pas de problème. C'est surtout le 40 sur lequel il fallait travailler et remplacer en effet avec des commodities, avec de l'or. Et bon, ça, évidemment, ça a donné une résilience. On voit par exemple l'an dernier avec des performances de l'or. Cette année, c'est l'énergie qui justement, l'idée était de remplacer le rôle des obligations à terme qui sont vraiment cassées. Mais je t'en prie, pas continue. Et t'avais, je crois, des thèses d'investissement là-dedans, enfin, par sectoriel aussi, tu vises, jusqu'à présent en tout cas, tu visais l'énergie, je crois, ce qui est secteur financier et puis healthcare, donc Ouais. tout ce qui est la santé, c'est toujours des choses auxquelles tu crois justement. En Oui, action, oui. pour le coup. Ouais. Alors c'était pour la partie action, donc j'appelais ça la Sainte Trinité. Et ça a pas mal marché mine de rien. Donc c'était trois secteurs: l'énergie, la santé et les financières. Et l'idée c'était que je voulais maintenir une exposition aux actions US sans risquer de perdre la moitié de mes actifs si vraiment la bulle explosait. Le problème des actifs américains, évidemment, c'est cette surpondération sur les valeurs de la tech qui fait que qui sont extrêmement surévalués, mais en même temps, étant donné mon modèle de cette espèce de croissance inflationniste qui bénéficie à tout le monde, et il fallait rester, il faut trouver une façon d'avoir exposition à cette croissance sans mettre tout son argent dans des actions qui représentent déjà 40% d'un portefeuille. Donc j'avais trouvé ces trois secteurs, et ce que j'aimais bien avec ces trois secteurs, c'est qu'il y avait une forme de diversification naturelle entre les trois, qui diversifiait, je pense, les trois risques principaux pour les marchés financiers. L'un, donc, c'est ce risque inflationniste, c'est l'énergie. Hein. Donc, si vous avez un choc d'inflation, typiquement, tout baisse, l'énergie monte. C'est exactement ce qu'on a cette année, c'est ce qu'on a eu en 2022. Donc, l'énergie, c'était l'inflation. Deuxième risque, le risque d'une sérieuse correction des marchés, parce qu'on est en train de casser en fait cette mondialisation des flux financiers, et que les États-Unis étaient un peu cette espèce d'ogre qui recevait d'ogre obèse qui recevait les investissements de tous les pays du Golfe, d'Europe, d'Asie, et qu'à un moment ça allait s'arrêter, et qu'on allait avoir, au moment où ça s'arrête, une correction de la valorisation américaine. Si ça s'arrive, vous voulez avoir des valeurs défensives, typiquement donc le secteur de la santé, qui est un des rares secteurs qui est encore pas cher aux États-Unis pour des raisons dont on peut parler après. Et puis le troisième, les financières. Là, c'était l'idée que ces politiques
inflationnistes de stimulus permanent, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est qu'elles font que la pente des taux a tendance à s'augmenter. Ça, les temps longs augmentent parce que le marché commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, la Banque centrale accroche les taux bas à zéro. Donc, quand vous avez une pente des taux qui est très pentue, bah, c'est excellent pour les banques parce que les banques, elles s'empruntent à très court terme, mais elles vendent, elles prêtent à long terme. Donc, leur marge explose. Donc, cette idée, c'est que ce portefeuille était les trois pieds. Il y en a toujours un qui allait marcher. Et depuis qu'on l'a lancé, ça a été le cas. On l'a lancé en 2022. Donc, 2022, on a une très, très belle performance de l'énergie. Le seul secteur qui était en hausse quand tout le reste a perdu à peu près 20% en plus. 2023, 2024, ça a été plutôt les banques. On a eu un gros coup de peur avec la crise des banques régionales en début 2023, mais finalement, ça, au contraire, c'est une excellente opportunité. Enfin, vous regardez les profits des grosses banques américaines ont explosé. Et puis, le seul qui a pas vraiment marché, c'est le secteur de la santé. Il commence à marcher un petit peu cette année, mais il marche en fait par effet négatif. C'est parce que tout le reste baisse. Donc, on n'a pas trop envie de le voir marcher celui-là parce que ça veut dire que tout est un peu catastrophique ailleurs, quoi. Ouais. Et puis il y a des mon idée quand même sur le secteur de la santé, c'est que c'est surtout aux États-Unis, c'est un peu un secteur parasitaire, quoi. C'est un peu comme une tumeur qui croît, et si vous faites si vous faites rien, enfin vous regardez l'évolution des dépenses de santé dans le PIB américain, ouais, c'est vraiment le cancer qui se répand. Et la seule façon d'éviter sa propagation, c'est de faire des choses assez difficiles, un peu comme une chimiothérapie, si vous voulez. Et c'est difficile à faire parce que le secteur de la santé contribue quand même beaucoup aux campagnes des politiciens. Donc il y a un coût assez élevé pour réparer le système. Et je pense que ce coût, le système politique est capable de le faire seulement si on a une administration forte, compétente et disons faut concentrer sur la mission. Ça ne me semble pas être le cas en 2026. On a beaucoup de distractions, et donc je pense que Trump avait quand même fait campagne sur cette idée. Moi, je vais baisser les coûts. Obamacare, c'était n'importe quoi. Vous allez voir, je vais vous faire Trumpcare, ça va être génial. Les coûts vont baisser, le service est meilleur. Voilà, on a trouvé, c'est trop compliqué, on passe à autre chose. Donc en fait, j'ai l'impression que pour les gens qui sont un petit peu horrifiés de ce qui se passe aux États-Unis et qui se disent qu'on est en train de devenir une république bananière, une des façons d'exprimer cette vue dans une allocation d'actifs, je pense, c'est de surpondérer le secteur de la santé qui en fait bénéficie de cette inefficience des politiques. Oui, plus ça va mal, plus on prendra de temps à attaquer ce problème-là, et plus finalement ce secteur va enregistrer des profits, quoi, parce que tel qu'il est. C'est ça. Ok. Pour terminer, peut-être juste, t'as vu sur le secteur des ETF, tu nous avais pas mal parlé aussi de la gestion passive, hein, qui est clairement la plus efficace. Mais il y a quand même une petite musique avec la multiplication des ETF indiciels, tu sais, l'ETF Slop dont on entend parler. Tu vois un danger là-dessus, enfin un danger, quelque chose que peut-être à observer, à faire attention sur ce point-là, ou pas forcément plus que ça. Sur cette prolifération des ETF, la plupart ils vont mourir de leur belle mort, quoi. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont créés pour générer des fees. Enfin, j'en avais lancé quelques-uns. J'ai eu l'occasion de travailler avec certains en gros, ça coûte pas très cher finalement de lancer un ETF. En gros, c'est juste maintenir un indice, on paye pas grand-chose, et si ça marche, on peut gagner beaucoup. Donc, il y a cette tendance, on en lance plein, et puis après, on voit bien ce qui va marcher. Donc ça conduit un peu à cette surproduction, avec en effet des produits dont les gens n'ont pas besoin, dont le but est en effet de générer des frais de commission et des frais de gestion. Avec le temps, ces choses-là finissent par
par se corriger d'elle-même. En gros, vous avez des fonds qui ont très peu d'actifs et puis à la fin, on finit par les massacrer. Donc bon, c'est triste pour les investisseurs qui sont dedans, ils perdent pas vraiment leur argent parce qu'à la fin, vous avez quand même le sous-jacent, mais bon, c'est pas, je pense le risque le plus gros, le plus important sur cette montée de la gestion passive, c'est le moment où pour prendre l'analogie, c'est plus le chien qui bouge la queue, c'est la queue qui bouge le chien. Enfin, dans le modèle originel de la gestion passive, le secteur passif est petit et en fait, il laisse le secteur actif. Donc le secteur actif, c'est des gens qui essayent de penser un petit peu, de dire voilà, je veux acheter cette action-là parce que les profits augmentent, je vais acheter ça parce que les taux vont baisser, bon, etc. Donc le secteur actif continue de faire ce travail de réflexion et d'allocation, et le secteur passif, en fait, le suit comme un passager clandestin. Mais ça, il y a un moment, je sais pas si on y est, mais où la taille de l'un versus la taille de l'autre compte. Là, aux États-Unis, on est à plus de 50% de taux de gestion passive. Donc, on est peut-être à un moment où la gestion passive, qui est censée être un miroir de la réalité, devient un miroir déformant et transforme même cette réalité. Et je pense cette augmentation, par exemple, des valorisations d'actifs américains, des actifs US, elle a quand même pas mal à voir. Enfin, elle arrive vraiment exactement en même temps. Donc c'est en effet possible qu'il y ait un des risques à terme, mais c'est très difficile de s'en protéger. C'est cette réduction de l'efficacité des marchés parce que les décisions ne sont plus prises sur la base de considérations économiques ou financières, mais en fait c'est l'algorithme le plus simple du monde, quoi. C'est j'ai de l'argent donc j'achète. Voilà, c'est comme ça qu'un Vanguard ou qu'un fonds indiciel pense. Il ne pense pas au modèle financier. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un petit peu ma peur aussi que le côté qui était quand même le marché coté qui était le plus efficient par rapport au non coté, qui était le plus réaliste par rapport à les lois de l'offre et de la demande, se trouve biaisé et que finalement, ouais, les actifs, leurs valeurs sont un peu enflées, en tout cas par juste des phénomènes de distribution, quoi. Cet afflux massif mais bon, j'imagine que c'est temporaire quand même. C'est pas quelque chose qui, si on regarde à l'horizon 5 ans, 5-10 ans encore, peut impacter tant que ça la valeur des actifs, quoi. Et enfin, c'est un mouvement qui dure quand même depuis plus de 20 ans. Il y a cette idée d'un tipping point, quoi, c'est d'un point de bascule où on peut pas revenir en arrière. Mais ça fait partie des choses qui m'inquiètent. Pour le moment, les gens s'en inquiètent pas beaucoup parce que, comme tu le dis, ça s'est fait à la hausse. L'effet de cette indexation, ça a fait monter, donc tout le monde est content quand les prix montent. Il est possible que d'ici 5-10 ans, cette mécanisme s'inverse un petit peu, parce qu'à la fin, bon, faut toujours revenir aux causes premières. Quel est cet argent qui va dans ces fonds indiciels qui achètent de manière indiscriminée? C'est le système de retraite américain, ce qu'on appelle les fonds 401k, c'est-à-dire, enfin, j'en ai un évidemment, comme tout le monde. Donc on a un système de retraite par capitalisation ici. Votre employeur vous paye, vous allez mettre à peu près 7% dans un fonds indiciel. Votre employeur va en mettre à peu près 3%, donc on a à peu près 10% quand même du PIB américain tous les mois qui va aller dans ces fonds. Et donc ces fonds achètent, et ce qu'ils achètent, c'est en gros une fonction de votre âge. Donc si vous êtes jeune, ça va être 90% d'actions. Si vous êtes vieux, ça va être peut-être 50-50. Si vous regardez le profil de la population américaine, on a eu ce moment merveilleux où finalement la génération qu'on appelle des millennials, qui est la plus grosse génération, même plus grosse que les boomers, enfin, on a eu du temps à démarrer, mais quand même a réussi à obtenir à 30-40 ans, on finit quand même par avoir des métiers qui payent bien. Et cette génération-là était vraiment à fond dans ces fonds indiciels. Enfin, et donc en plus de ça, on a eu une immigration extrêmement là. Donc une base qui grandissait. Donc ce que je veux dire, c'est que ces flux croissaient plus vite que l'économie. Donc c'est vraiment l'idée de vous essayez de faire rentrer
un effet entonnoir, quoi. Vous essayez de faire rentrer de beaucoup de choses dans un petit tunnel, donc ça pousse les prix à la hausse. Donc pendant plus de 15 ans, on a eu à peu près 15% de croissance sur le secteur, ce qu'on appelle target date fund aux États-Unis. Donc c'est en gros les fonds qui gèrent cette manne financière. Ça va baisser. Ça va baisser, ça va peut-être pas être négatif, mais on va passer de taux de croissance de 15% à plutôt 5% à cause du vieillissement de la population, à cause de la décrue de l'immigration ou même de l'immigration nette. Et puis ce qu'on commence à voir aux États-Unis maintenant, c'est des destructions nettes d'emplois. Donc il est possible que cette belle mécanique qui poussait les actifs à la hausse tous les mois ait l'effet inverse. Ouais, très logique. Bah super, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, Vincent. Quelles sont, depuis les 3 dernières années qu'on s'est parlé, est-ce qu'il y a des ressources que tu as découvertes que tu utilises beaucoup, peut-être que tu voudrais partager aux gens qui veulent aller plus loin sur la question? Il y a une source dans la qualité, je trouve, malheureusement, à baisser, sur laquelle j'étais très présent, c'était Twitter ou X. Et c'est pas lié enfin, pas directement en tout cas à l'acquisition par Elon Musk, je trouve vraiment c'est l'intelligence artificielle, quoi. C'est pas si intelligent que ça, hein. Je trouve il y a beaucoup de AI slop. Alors bon, ce qui est bien, c'est que si on moi évidemment j'utilise pas mal les LLM. On arrive assez bien à le reconnaître, hein. Il a quand même un style assez particulier, et ça m'horrifie un petit peu de voir à quel point, mais maintenant, enfin, je dirais, enfin sur mon fil, on est à plus de 80% de contenus maintenant qui sont générés par l'IA, et bon, des fois ça a l'air intelligent, mais quand même j'ai toujours du mal du mal à vraiment faire confiance, et on voit à quel point j'en reviens, c'est de la tumeur, quoi. Ça se répand très très vite. Donc ça, c'est malheureusement une ressource qui a perdu un petit peu je trouve de sa valeur. Par contre, je trouve qu'on a toujours cette explosion, cette effervescence de créativité sur le secteur des podcasts. Substack, qui est une plateforme où vous pouvez suivre, et bon, évidemment là, on a un peu le même effet, mais bon, c'est comme toujours, c'est la curation. Il faut vraiment trouver les personnes qui font le boulot, et ça donne un accès qui n'existait pas, hein. Je veux dire, il y a 20 ans, il y avait cette espèce de barrière à l'entrée. C'était les gens qui faisaient des analyses, ils ne parlaient qu'à voilà, vous deviez être client de Goldman Sachs, Prime, et là au contraire, tout a explosé. Enfin, ouais, j'en ai bénéficié, et je pense que c'est très bon pour c'est comme, on va terminer avec une citation de Mao Zedong, qui avait dit il faut que 1000 fleurs fleurissent. Bon, juste après, il avait décidé de couper pas mal de ses fleurs, mais on a vraiment cette 1000 fleurs ont fleuri. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut être très sélectif dans ses choix, mais il y a du format long. C'est là où il y a faut être plus discipliné, ou quand tu partages une idée, t'as besoin de plus de structure, peut-être, qu'alors qu'un feed sur un tweet, c'est plus facilement réplicable, et donc c'est peut-être pour ça aussi que sur les formats longs, c'est moins facilement, t'as des choses plus authentiques. En tout cas, ça dépend quand même de l'auteur, ouais, complètement. Et puis, tu en es la preuve. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est ces conversations comme ça, on a le temps, on peut étudier les sujets, on n'essaye pas de vendre du shampoing dans 5 minutes, comme on le ferait sur la télé financière. On peut, ça me rappelle un peu même l'invention de l'imprimerie, quoi. On a eu cette espèce d'explosion dans l'Europe du XVIIIe siècle, des cafés, et c'est amusant parce qu'on a toujours cette espèce de dialectique entre d'un côté on a le pire, c'est-à-dire les high slop, du contenu complètement pourri, produit à l'appel, qui vous détruit le cerveau, ce que mes enfants appellent du brain rot. Et vraiment le rôle d'un parent maintenant, c'est de de contrôler l'accès au brain rot, mais en même temps on a aussi le meilleur. Ouais, pas facile d'être parent dans ces conditions, c'est clair. Il y a beaucoup de questions en ce moment, mais
Mais non, mais c'est top. Bah écoute, merci de contribuer du coup à une pensée authentique. Hein. Je rassure les auditeurs, c'est 100% toi qui parlais pendant cet entretien. Il n'y a pas été de, il n'y a pas eu d'ajustement. Merci beaucoup. Les gens qui veulent te suivre en particulier, du coup, c'est StoneX, StoneX du coup en particulier, où tu pointerais peut-être les gens. Oui, alors StoneX, donc on est une entreprise globale de services financiers. On a maintenant une bonne présence en France. Dû à l'achat d'un courtier qui est basé à Paris, qui s'appelle Octo. On a une très belle présence sur les matières premières, donc j'imagine que il y a pas mal de gens qui sont en train de regarder des choses comme l'or ou le pétrole en ce moment. On est le premier dealer non bancaire sur le marché de l'or physique. Donc si vous avez déjà une relation avec StoneX d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas. Enfin, typiquement, il y a quelqu'un qui couvre votre compte, donc j'ai vu Vincent, hein, voilà, ça sera la façon la plus facile de recevoir mon contenu. Pour les autres, malgré ce que j'ai dit sur Twitter et les bots qui postent du contenu pourri, je reste actif sur cette plateforme X. Donc c'est @Vincent Deluard, VINCENTDELUARD. Si vous allez sous mon profil, il y a un lien pour avoir accès pour une période d'essai pour ma recherche. Donc, il n'y a pas besoin de payer. N'hésitez pas. Et puis, j'aime ces conversations. Donc, j'essaie de garder. Enfin, j'en reviens à cette idée qu'il y a le meilleur comme le pire. Une des belles choses de cette effervescence réseaux sociaux, c'est qu'on peut discuter avec les gens, on se rend compte qu'on peut avoir des très belles conversations complètement inattendues avec je sais pas, un fermier brésilien, ou j'ai eu un export, quelqu'un qui je parle beaucoup, qui travaille dans le secteur des micro-puces à Taïwan. C'est génial pour moi de comprendre ça. Donc, n'hésitez pas par les messages directs. En fait, je répondrai. Excellent. Merci beaucoup, Vincent. Et à très bientôt. À bientôt. Si tu apprécies cet épisode, je t'encourage à réécouter l'épisode 137 avec Vincent, où on a fait c'était un masterclass sur la macroéconomie, les cycles, comment ça fonctionne, tout ça. Donc si tu as besoin d'un petit peu de base, reprendre de conversation 137 qu'on avait enregistré en mai 2023 avec Vincent, elle te sera précieuse dans ta compréhension de cet épisode et des choses de manière générale. Bonne découverte et bonne écoute.